Chers amis, chers camarades, il y a un an avait lieu un puissant mouvement, une puissante mobilisation des enseignants, des personnels de l'éducation nationale, des parents et, tu l'as dit Marois, de la jeunesse, et je pense en particulier à la mobilisation qui avait fait le buzz puisque leurs vidéos avaient été vues par des millions et des millions de personnes, des lycéens de Sevran qui dénonçaient les conditions dans lesquelles on les contraint à étudier. Dans un établissement qui prenait littéralement la flotte, parce que c'est très exactement de ça dont il s'agissait, et ils avaient dit, à juste titre, on n'accepte pas. Et leur mobilisation, qui avait été énormément vue et est énormément suivie, cette mobilisation, elle était étroitement reliée à la mobilisation qui a duré plusieurs semaines, qui a duré en réalité près de 3 mois, des personnels, de leurs organisations syndicales, des parents d'élèves puissamment mobilisés pour dire on n'accepte pas le sort qui est fait aux élèves, qui est fait à la jeunesse dans ce département. On veut les moyens nécessaires pour que l'école fonctionne comme elle doit fonctionner. On veut un plan d'urgence en Seine-Saint-Denis pour l'école et on veut le retrait de toutes les réformes dégueulasses que ce gouvernement prétend nous imposer. Alors on sait quelle réponse le gouvernement d'alors, parce qu'en ce moment des gouvernements ils ont un peu tendance à se multiplier, à succéder assez rapidement on peut dire, le gouvernement d'alors, la réponse qu'il a apportée à cette mobilisation plus que légitime, ça a été « vous n'aurez rien ». Ils ont répondu avec leur mépris habituel. Cette année c'est pire puisque cette année ce sont des fermetures supplémentaires qui sont annoncées. 105 fermetures de classes qui sont annoncées pour la rentrée prochaine dans ce département où, mais ce n'est pas propre au département de la Seine-Saint-Denis parce qu'en réalité cette situation on la retrouve partout, l'école, pour ne parler que de l'école, manque de tout. Et au moment où ceux qui faisaient ça contre l'école publique faisaient tout ce qu'ils ont fait, les mêmes, que faisaient-ils et que font-ils en ce moment même? Les mêmes, au même moment, n'avaient qu'une seule priorité. Leur priorité, c'était quoi? C'était interdire l'abaya. L'abaya, cette tenue qui n'a rien de confessionnel, qui ne pose de problème à personne, était devenue la priorité number one de ce gouvernement, du ministre de l'Éducation nationale de l'époque, devenu ensuite Premier ministre. Je veux parler de Gabriel Attal. Parce que pour ces gens-là, la priorité des priorités, pour faire diversion par rapport à leur politique de destruction, c'est de diviser, c'est de fracturer la société, c'est de fracturer le peuple en ciblant une partie de la population. Cette partie de la population qui, tous les jours, prend le RER à 5 heures du matin pour aller faire les tâches les plus ingrates et souvent les moins payées, désigner cette partie de la population comme responsable de tous les problèmes, alors que les responsables des problèmes sont au gouvernement, et les désigner quasiment comme des ennemis de l'intérieur. Le successeur de leurs successeurs, on les voit à l'œuvre aujourd'hui. Bruno Retailleau, actuellement ministre de l'Intérieur, il a pris la parole l'autre jour dans un meeting organisé par une société israélienne qui s'appelle, un lobby israélien qui s'appelle Elnet. Dans ce meeting qui a eu lieu à Paris, se trouvait le gratin de tous les soutiens du génocide en cours en ce moment même à Gaza. Manuel Valls et Bruno Retailleau étaient présents à ce meeting. Vous avez tous vu, vous avez certainement entendu parler de l'intervention de Bruno Retailleau qui conclut son intervention en disant « Vive le sport !» à bas le voile. Voilà le programme de ces gens-là, qui est encore une fois de désigner une partie de la population comme étant la cible à abattre et comme étant en quelque sorte l'ennemi de l'intérieur. Pourquoi est-ce que je souligne ça? Je souligne ça parce que ce gouvernement, qui est de loin le plus réactionnaire de toute la Ve République,
eh bien, il n'a de cesse de donner toujours plus de gages à l'extrême droite, qui, dans le même temps, évidemment, est de plus en plus décomplexée. Et ça, on l'a sous les yeux tous les jours. Mais je voudrais revenir sur une chose. Parce qu'il y a 10 mois, il s'est passé quelque chose dans ce pays, il s'est passé quelque chose de très profond, notamment dans ce département, mais pas seulement dans ce département, et notamment dans cette circonscription et dans celle où je suis élu. Il y a 10 mois, le président de la République a choisi de dissoudre l'Assemblée nationale. Il croyait faire un bon coup. Il se disait, la gauche, je ne sais pas toujours ce que ça veut dire, mais enfin quand même, la gauche est divisée, ils passent leur temps à se foutre des peignets, donc j'ai une fenêtre de tir, je vais en profiter. Ils sont tellement divisés, je vais pouvoir, en quelque sorte, les écraser. Et ça ne lui posait aucun problème, c'est d'ailleurs le scénario auquel il se préparait très probablement, que Bardella devienne Premier ministre, pourvu que lui puisse poursuivre sa politique. On sait ce qu'il en a été. Le scénario qui était le sien, le scénario qu'il avait dans la tête, a été déjoué. Et par quoi a-t-il été déjoué? Dès l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, on a tous vu une puissante mobilisation populaire, et en particulier, tu l'as dit Marois à juste titre, une puissante mobilisation de la jeunesse. Moi, il y a quelque chose qui m'a profondément frappé et qui m'a même profondément remué. Sur les marchés, dans les porte-à-porte, dans ma circonscription, à Clichy-sous-Bois, à Montfermeil, à Livry-Gargan notamment. Dans les quartiers de Clichy-sous-Bois, dans la cité du Bois du Temple, dans la cité du Chêne Pointu, ou au Bosquet à Montfermeil, cette cité où il y a 20 ans, Ziyed et Bouna ont été assassinés parce qu'ils avaient été pris en chasse par des policiers, et depuis, on le sait, des Ziyed et Bouna, il y en a eu un paquet, il y en a eu beaucoup, beaucoup trop. Eh bien, dans ces cités, dans les porte-à-porte, sur les marchés, les gens nous disaient, si ça continue, ils vont nous jeter à la mer. Tout le monde comprend ce que ça signifie. Et la puissante mobilisation populaire qui a eu lieu, elle est directement reliée à ça. Parce que la majorité dans ce pays, indépendamment d'ailleurs de son origine, de ses origines, de sa couleur de peau, de sa confession, s'il en a une ou pas, indépendamment de tout cela, ne veut pas de ce monde qu'il nous prépare. Il ne veut pas de cet avenir, la majorité ne veut pas de cet avenir, ni pour elle, ni pour ses enfants, et à juste titre. Et c'est cela qui s'est exprimé dans la puissante mobilisation à laquelle nous avons assisté dans ces élections législatives. On a tous vu, j'ai vu et j'ai été très frappé par le nombre de militants qui d'ailleurs, auparavant, pour un certain nombre d'entre eux, n'avaient jamais milité, mais qui se sont dit on ne peut pas laisser faire, il faut qu'on se lève. Et qui ont afflué dans la circonscription, ils venaient d'ailleurs parfois de loin, ils venaient de départements voisins, mais ils avaient identifié des circonscriptions comme étant sensibles, comme pouvant basculer. Alors ils sont venus filer un coup de main, ils ont fait des dizaines et des dizaines de kilomètres, ils ont fait des heures de transport, et ils sont venus dans les porte-à-porte, et ils sont venus dans les diffusions sur les marchés. Ça, c'est tout sauf derrière nous. Je suis persuadé que ça, c'est encore profondément inscrit dans ce pays, et c'est là-dessus, bien évidemment, que nous nous appuyons. Alors, la situation aujourd'hui, vous la connaissez, parce que sur la base de cette puissante mobilisation populaire, je l'ai dit, les scénarios machiavéliques de Macron ont été déjoués. Mais la situation, on la connaît. Les institutions de la Ve République sont ainsi faites que le monarque peut décider à sa guise du gouvernement qu'il confectionne à sa main pour ses intérêts. Et on a aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement de loin le plus réactionnaire de toute l'histoire de la Ve République, qui pourtant est riche, particulièrement riche, en gouvernement réactionnaire. Et ce gouvernement, je voudrais y insister, ce gouvernement, on aurait pu le faire tomber. On a fait tomber le gouvernement Barnier. Et c'était de loin la meilleure nouvelle de ces derniers mois. On aurait pu faire tomber le gouvernement Bayrou. Mais on le sait, pour
ces intérêts, parce qu'ils ont jugé plus avantageux de leur point de vue de le maintenir en place et de le sauver, le Rassemblement national a décidé de ne pas censurer le gouvernement Bayrou. Et le Parti socialiste, pour ses petits calculs, pour ses petits intérêts aussi, a décidé de protéger, de maintenir en place et de sauver la peau de Bayrou. Au compte de quoi, je ne vais pas faire l'énumération de tous les coups tordus et de tous les mauvais coups de ce gouvernement. Je ne vais pas revenir sur toutes les manipulations, et notamment sur celle du conclave. On pourrait parler de l'enseignement, puisque j'ai commencé à parler de la situation dans l'école. Rappelez-vous que l'un des arguments pour sauver la peau du gouvernement Bayrou, c'était « Ah oui, mais le gouvernement Bayrou s'engage à ne pas supprimer 4000 postes dans l'éducation nationale. C'est étrange, il ne supprime pas 4000 postes, mais à la rentrée prochaine, il y aura 105 fermetures de classes en Seine-Saint-Denis. Donc il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien. » Je ne vais pas faire encore une fois l'énumération de tous les mauvais coups. À l'Assemblée nationale, depuis maintenant quelques semaines, la quasi-totalité des mesures qu'on examine sont des mesures ultra-répressives, sont des mesures liberticides. Je pense notamment à la proposition de loi de Gabriel Attal de répression des mineurs délinquants. Je pense au projet de loi qui a été malheureusement adopté sur le narcotrafic, qui contient quantité de mesures. Marois est avocate, je suis sûr qu'elle pourrait en parler bien mieux que moi. Quantité de mesures qui menacent directement les libertés publiques. Mais je voudrais aller directement à un sujet. Il est beaucoup question aujourd'hui de guerre, de marche à la guerre. Le gouvernement en place nous dit « La situation est extrêmement dangereuse, il va falloir faire des choix drastiques, il va falloir faire des choix draconiens, et faire des sacrifices extrêmement importants pour l'effort de guerre. » Alors je ne vais pas m'étendre sur cette question, d'autant plus que si je commence à partir sur la question de la guerre en Ukraine, on en a pour des heures, j'ai pour le moins un avis très tranché sur la question, mais pour que les choses soient nettes, je voudrais indiquer deux faits. Le premier, c'est qu'il y a une résolution qui a été examinée à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines sur la question de la guerre en Ukraine, pour toujours plus d'escalade guerrière, pour toujours plus de financement de la guerre, tout ça soi-disant pour préparer la paix. La France insoumise a un point de vue clair et net sur cette question. Nous ne marchons pas, on ne prépare pas la paix en préparant la guerre. Je l'indique, la députée de la circonscription, Clémentine Autain, pour sa part, a jugé préférable de voter pour cette résolution. Chacun en tire les conclusions qui lui semblent les meilleures. Et on nous dit, il n'y a pas d'autre solution que l'effort de guerre, parce que notre sécurité est en jeu. Il en va de notre sécurité. Alors je vais vous dire une chose. La sécurité, c'est d'abord d'avoir un toit au-dessus de sa tête. Nous sommes dans un département où plus de 200 000 demandes de logement ne sont pas satisfaites, où des milliers de familles s'entassent dans des logements insalubres et indignes. La sécurité, c'est quand on est malade, de pouvoir aller à l'hôpital pour se faire soigner. Dans ma circonscription, à Livry-Gargan, le gouvernement a décidé de fermer une clinique dans laquelle il y avait une maternité où des centaines et des centaines de femmes ont accouché. Cette clinique, la clinique Vauban, était le deuxième centre d'IVG du département. Ils l'ont fermé. Ce gouvernement l'a fermé. La sécurité, c'est de garantir un avenir pour ces enfants et que ces enfants puissent suivre des études, puissent avoir des diplômes. Et c'est ça aujourd'hui que ceux qui nous parlent de sécurité sont en train de menacer et sont en train d'attaquer. Et puis ils nous disent aussi, il faut l'effort de guerre parce que nos valeurs sont en cause. Alors je vais vous dire ce que c'est que leurs valeurs. Aujourd'hui à l'Assemblée nationale, notre camarade et collègue Aymeric Caron a pris la parole. Il a pris la parole comme on le fait toutes les semaines,
comme on le fait toutes les semaines depuis 1 an et demi, sur la question de la Palestine, pour dire qu'il y a un génocide qui a lieu en ce moment même, en direct, et personne ne peut dire qu'il n'est pas au courant parce que les images circulent partout. Ce génocide, quand un génocide a lieu, on ne regarde pas ailleurs, on ne baisse pas les yeux. Toutes les semaines, les députés de la France Insoumise interviennent dans le cadre des questions au gouvernement pour pointer la responsabilité du gouvernement français, qui continue à livrer des armes au gouvernement Netanyahou. Notre camarade et collègue Aymeric Caron a pris la parole aujourd'hui. Il a brandi, et nous avons tous brandi, les images d'enfants palestiniens assassinés à Gaza, assassinés par l'armée de Netanyahou. On les a tous vus en face dans l'hémicycle. Les députés d'extrême droite et de droite poussaient des hurlements hystériques et de haine contre nous. Et on a tous entendu la réponse du ministre de l'Europe, chargé des questions européennes, Benjamin Haddad, qui a répondu à Aymeric Caron, qui n'a pas dit un mot, pas un, sur ces enfants qui ont été assassinés et sur lesquels Aymeric Caron l'interrogeait. Sa réponse, ça a été « vous êtes antisémites », relayant les pires infamies, les pires accusations contre nous. Et ça fait 1 an et demi que ça dure. Leur valeur, c'est ça. Que ce soit le Rassemblement national, que ce soit ce gouvernement en place. D'ailleurs, ils se sont tous succédés en Israël. Bardella est allé rendre hommage au gouvernement Netanyahou. Attal et d'autres députés de la majorité y sont allés également. Voilà ce que sont leurs valeurs. Alors ils peuvent s'acharner, ils peuvent nous diffamer, ils peuvent nous accuser. Nous ne nous tairons pas, nous ne baisserons pas les yeux. Je salue l'initiative dont Marois a parlé tout à l'heure, la marche qui aura lieu ici même pour la paix et pour la paix en Palestine contre le génocide. Dimanche, et j'invite tous ceux qui le souhaitent, tous ceux qui le peuvent, à y venir. Dimanche, à 14h, je m'adresse à Lisa parce que c'est elle qui... Voilà, c'est à 14h à Clichy-sous-Bois. On manifestera également pour la paix en Palestine et pour dire stop au génocide. Alors je termine sur une chose. Le monde qu'ils nous préparent, le monde que ces gens-là nous préparent, que ce gouvernement, que ses soutiens nous préparent, que l'extrême droite voudrait mettre en place, on n'en veut pas, et j'en suis convaincu, je ne reprends pas ce que j'ai dit sur la mobilisation formidable qui s'est levée au moment des législatives, on n'en veut pas, et je suis convaincu que la majorité dans ce pays n'en veut pas. Rappelez-vous ce qui s'est passé le 22 mars. Le 22 mars, c'est 300 000 personnes qui ont défilé dans tout le pays contre l'extrême droite. Contre l'extrême droite, donc contre la haine raciste, contre la division, contre leur programme de destruction. Le 1er mai, on amplifiera ça. Le 1er mai, ça doit être un déferlement populaire. Le 1er mai, on peut, par l'ampleur de la riposte, bousculer leurs dispositifs réactionnaires. Alors vous l'avez compris, nous ne sommes pas de ceux qui pratiquent les compromissions, qui pratiquent les renoncements pour garder leur petite place dans un système qui devrait perdurer. Non, ce système, il faut rompre radicalement avec lui, parce que ce système nous conduit à la catastrophe. Et la catastrophe, on n'en veut pas. On n'en veut pas pour nous, on n'en veut pas pour nos enfants. Et pour ça, il faut une force de rupture. La France insoumise l'a montré. Elle l'a montré tout au long de la dernière période. La France insoumise est cette force de rupture. C'est cette force de rupture qu'il s'agit aujourd'hui de renforcer. Et dans cette circonscription en particulier, on va se retrousser les manches, on va construire les groupes d'action, on va les faire grandir. Et vous l'avez compris, les camarades
de la 12e circonscription de Seine-Saint-Denis, les camarades de Livry-Gargan, de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil et du Rincy sont disponibles pour vous filer un coup de main, et je suis sûr que ma collègue d'Aulnay-sous-Bois, Nadège Abo-Mangoli, sera disponible également. Je vous remercie.